delta F SD sur S1. Voilà. Ça, c'est la variation de la force. Nous sommes dans la petite surface delta S, la facette. Alors, l'action que S2 exerce sur S1 est notée DDF. DDF de la partie 2 du système sur la partie 1 du système. Là, c'est la notation que l'on peut modéliser par un effort réparti. Et l'on a cet effort ici n'est rien d'autre que les vecteurs contraintes. Ces vecteurs contraintes ici, nous sommes au point M, porté par le vecteur unitaire normal N multiplié par DDS. Pour trouver la force ou l'action, nous avons le vecteur contrainte multiplié par la surface, la petite surface. Ici, nous sommes dans un point M. Le vecteur contrainte au point M porté par la normale N multiplié par la surface ou la petite surface delta S que nous avons là. Donc là, nous avons l'action. Là, nous schématisons l'action de la partie 2 du système sur la partie S1 du système. Je crois on se comprend très bien. Alors, on nous dit les vecteurs contraintes C, le vecteur contrainte C, ces vecteurs ici, C, M, N est appelé le vecteur contrainte au point M et des normales N. Ça, c'est un vecteur contrainte au point M des normales N. Voilà. Vecteur contrainte au point M porté par la normale N. C'est comme ça que ça s'appelle. Où N est le vecteur unitaire normal à DDS sortant. Donc, nous avons notre DDS, je répète, nous avons notre DDS, les vecteurs unitaires normal et N. Donc, dans la direction, en fait, la direction, cette direction ici, c'est la direction X par exemple, et l'autre direction, c'est la direction Y. Là, c'est la direction des normales. Là, c'est la direction des tangentes. C'est comme ça. Alors, on nous dit le vecteur contrainte au point M relativement à l'élément de surface DDS orienté par la normale extérieure X est défini par... Ah, vous voyez maintenant. Et là, je prends X comme étant normal. Comme étant vecteur normal. Je prends X comme étant vecteur normal. Il faut comprendre la différence. Je crois que nous allons... vous pouvez consulter aussi notre cours de mathématiques sur les calculs vectoriels. Vous allez comprendre la différence entre un vecteur et un vecteur unitaire en fait. Voilà, un vecteur unitaire. L'importance du vecteur unitaire est de nous montrer juste la direction. Et son module est égal à 1. Et là, il faut comprendre très bien la différence. Nous avons le vecteur X, qui est le vecteur contrainte unitaire, et nous avons aussi le vecteur N, qui est le vecteur unitaire normal. Donc, son module est égal à l'unité. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On nous dit, nous allons matérialiser aussi le point, contrainte, la contrainte C. La contrainte C, bien sûr, au point M, porté par la normale X. Et cela peut s'écrire comme ça, C, M, X. Voilà. J'ai changé juste la normale. X. Ces vecteurs contraintes égale à la limite DDS qui tend vers 0, delta F sur delta S.
Et ceci me donne 2 de F sur 2 de S. Là, c'est notre vecteur contrainte. Donc, vous allez voir que la contrainte au point M portée par la normale X égale à la limite d de S qui tend vers 0, d de F sur 2 de S. C'est ça, en fait, la définition du vecteur contrainte. Nous sommes toujours dans la même logique. Hein. Nous sommes toujours dans la même logique. Vous allez voir que cette contrainte, il faut tirer la contrainte ici, le vecteur contrainte, le d de S viendra en dessous pour diviser le vecteur force, pour diviser la force. Donc ici, nous aurons d de F sur d de S lorsque d de S tend vers 0. Donc, lorsque la surface tend vers 0 et nous trouvons les vecteurs contraintes. Et ceci veut dire tout simplement que nous avons DDF sur DDS. DDF sur 2DS. Je crois que vous avez très bien compris. Ici nous avons... ici, nous sommes dans la force. Ici aussi, la force, c'est un vecteur. La force, c'est un vecteur. Donc, ici, nous avons défini notre vecteur contrainte. Alors, on nous dit, on peut décomposer les vecteurs contraintes sur le vecteur n et t. Nous avons notre vecteur c qui peut être décomposé dans la direction de n et dans la direction de t. Donc, nous avons la direction de t et la direction de n. Ce sont les deux vecteurs unitaires qui sont les vecteurs tangents et les vecteurs normales. Et là, ce sont les composantes du vecteur contrainte. Nous allons voir aussi, ici, c'est parce que nous avons deux axes. Nous sommes dans le système à deux axes. Mais lorsque nous aurons aussi trois axes, vous allez comprendre comment est-ce que nous allons représenter ces mêmes systèmes. T est un vecteur unitaire contenu dans les plans tangents à 2ds. Voilà, sous la forme, et là, je reviens, la contrainte au point M, X égale à la contrainte normale. Ça, c'est la contrainte normale. La contrainte qui est dans la direction de la normale. Contrainte normale, comme vecteur unitaire n, nous avons aussi plus la tangentielle comme vecteur normal t. Donc, nous avons cette représentation ici. Donc, nous avons x est différent de n. N est le vecteur unitaire. Donc, ici, nous prenons l'entièreté de la contrainte. Donc, nous avons la contrainte au point M dont la normale est x égale à la composante sigma du vecteur unitaire n plus la tangentielle tau multipliée par l'unitaire t. Là, c'est la représentation vectorielle d'une contrainte. Sigma est appelée la contrainte normale. Sigma, c'est la contrainte normale. Tau est la contrainte tangentielle. Nous avons les deux composantes de notre contrainte. Alors, on nous dit la contrainte normale et la contrainte tangentielle s'expriment en Pascal. J'ai déjà noté ça. La contrainte normale et la contrainte tangentielle peuvent s'exprimer en Pascal, en mégapascal, en newton par centimètre carré, en kilogramme force par mètre carré. Donc, départ, la définition, nous avions dit que le vecteur contrainte était une force par unité de surface. Donc là, ce sont les unités de notre vecteur contrainte. Nous avons ces unités-là. Alors, je peux faire aussi une petite représentation, même la même chose toujours. Là, je reprends seulement la section transversale. Là, je l'avais fait en
peu près en 3D, donc 2D réduite en 3D réduite en DD. Je prends juste la surface transversale. Je prends cette surface ici et je prends un point. Voilà. Si j'ai choisi les vecteurs tangents, par exemple ici, nous avons les vecteurs tangents et aussi les vecteurs normal, sigma, là c'est sigma, là c'est tau. On me demande de déterminer la contrainte, C. Vous allez voir que c'est la même représentation, hein, c'est la même représentation. La contrainte est une force. Une force peut être décomposée selon les axes qui la composent. Donc la même chose, je fais juste ça, parallèle. Là c'est notre deuxième chapitre, on a vu la composition de force. Nous faisons ça, et là nous avons le vecteur contrainte C qui est, là c'est par rapport au point M porté par la normale X. Là c'est la représentation, c'est juste une même représentation que ce qui est là. Ce qui est là, mais seulement ici on avait pris une petite partie de la surface que nous avions appelée facette, mais ici nous avons représenté toute la surface mais seulement en un point M. Nous avons les deux composantes de notre contrainte et la contrainte C est représentée de cette manière-là. Alors, on nous dit encore, lorsque la normale est X, on munit les plans tangents des deux vecteurs Y et Z tels que la base. Donc nous prenons la base, ici on était dans la base, si vous comprenez bien, ici on était dans la base XY, nous étions dans la base XY. Donc la contrainte, notre contrainte avait deux composantes. Nous avons la composante tau et la composante sigma. Et maintenant nous prenons la base X, Y, Z. Nous prenons cette base. Comment le vecteur contrainte sera représenté? Je reprends un peu la théorie. Lorsque la normale est X, là c'est la normale, et X, on munit les plans tangents des deux vecteurs Y et Z. Je prends un exemple pour toujours bien expliquer. C'est ça, les plans tangents. Donc c'est ces plans ici. Et ces plans là. Là nous sommes maintenant en 3 dimensions. Nous sommes en 3 dimensions. Nous avons Z, nous avons X, nous avons Y. Voilà. Alors, nous prenons une surface qui est là, une surface qui est ici, et dans les plans tangents, nous avons Z, nous avons Y et nous avons X. Voilà, là c'est le milieu ou le point sur lequel nous faisons l'étude de notre contrainte. Alors, lorsque la normale est X, je répète la phrase, lorsque la normale est X, c'est ça la normale, et X, on munit les plans tangents des deux vecteurs Y et Z. On munit les plans tangents des deux vecteurs. Là, les axes sont là, bien sûr. Les deux vecteurs Y et Z, telle que la base X, Y, Z soit orthogonale. C'est-à-dire cette base X, Y, Z est orthogonale. Cette base forme les angles de 90 degrés.
XZ, nous avons 90 degrés. ZX, nous avons 90 degrés. YZ, nous avons aussi 90 degrés. Comment est-ce que le vecteur contrainte sera représenté? Là, nous sommes en 3 dimensions. Ce vecteur sera représenté comment? Ce vecteur sera décomposé en 3 composantes. Nous aurons 3 composantes. Alors, venons de l'autre côté, on va essayer de schématiser ceci ou matérialiser la contrainte et voir comment est-ce que nous allons l'utiliser. Nous allons l'utiliser, mais seulement bien avant de partir. Bien avant de partir, je suis là, je vous ai bien dit comment déterminer les vecteurs contraintes lorsque nous sommes dans ces cas ici de 2 dimensions. Nous avons la tangente et la normale. Alors, lorsque vous êtes là, je peux dire C égale à la racine carrée de sigma carré plus tau carré. Là, c'est le module, je peux dire. C'est le module du vecteur contrainte. Sera égal à la racine carrée du module sigma dans la normale au carré plus la tangentielle au carré, les tout racine carrée, ceci me donne le module du vecteur contrainte. Et alors, nous allons essayer de voir maintenant comment doit se représenter ceci en 3 dimensions. Alors, maintenant nous sommes en 3 dimensions. Comment est-ce que nous allons représenter notre contrainte en 3 dimensions?